plus d'informations sur moi. Oui, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire. Merci Paul-Emmanuel. Effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler donc, des contrôles de la CNIL, de ces 5 documents essentiels que nous avons identifiés, pour tout contrôle de la CNIL. On viendra dessus. Avant toute chose, donc je vais me présenter. Moi, je suis donc Jérôme Demerset, je suis cofondateur de Dastra. J'ai travaillé, pendant plusieurs années à la CNIL et au particulier au service des contrôles. Voilà, j'ai je sais plus combien de centaines de contrôles à mon actif, si on peut dire comme ça. Et donc c'est pour ça que, aujourd'hui, c'est intéressant, en tout cas de partager, mon expérience, sur ce sujet-là et de mon point de vue, donc d'expliquer quels sont ces éléments indispensables, qui feront, donc le bonheur de tout contrôleur à la CNIL. Voilà, je laisse aussi donc Paul-Emmanuel te présenter. Oui, alors donc pour compléter, donc moi je vais vraiment être, la personne qui va poser des questions, qui va apporter, des commentaires, des questions à Jérôme pour compléter finalement, donc les réponses et les préciser éventuellement. Moi je suis donc cofondateur de Dastra, donc nous sommes un logiciel, qui aide les entreprises à se mettre en conformité au RGPD de manière simple, ergonomique et collaborative. Et donc, proposons une plateforme de gouvernance, risque et compliance qui casse les silos entre la conformité au RGPD de l'entreprise et la gestion des risques IT notamment, en proposant vraiment toute la gamme possible des fonctionnalités. L'objectif de ce webinaire, c'est pas de parler de l'application d'Astra, même si nous toucherons quelques mots à la fin si vous le souhaitez. Mais l'idée, c'est plutôt de rentrer sur le vif du sujet. Donc, sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est de commencer. Alors, ma spécialité, pour que vous compreniez, moi, c'est plutôt le stratégie de données, donc plutôt langue informatique. Jérôme, je te laisse peut-être avancer et présenter le déroulé de la réunion. Peut-être avant ça, excuse-moi, j'y pense. Ce qui est vraiment intéressant pour nous aujourd'hui, c'est d'essayer de démystifier les contrôles de la CNIL. On sait que il y a beaucoup de DPO, d'entreprises qui se mettent en conformité RGPD, et peu savent vraiment ou ont subi ces contrôles de la CNIL. Cependant, c'est en train de changer. Donc nous espérons qu'avec ce webinaire, nous allons pouvoir clarifier un certain nombre d'éléments, de questions que vous vous posez. Donc Jérôme, je te laisse peut-être présenter, le déroulé de ce webinaire avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors on ne t'entend pas Jérôme. Non. Alors je veux bien que peut-être que tu te déconnectes et tu te reconnectes. Je vais présenter donc le plan. Donc l'objectif, hein, c'est de rester concentré sur le déroulé d'un contrôle. Dans un premier temps, nous allons faire un rappel sur qu'est-ce qu'un contrôle de la CNIL. D'un point de vue du contrôleur, ça c'est vraiment l'élément différenciant. Ensuite, nous allons faire le focus sur les 5 documents nécessaires à constituer pour être conforme et pour préparer ce contrôle. Donc, ces 5 documents, sans plus attendre, je peux vous les citer à l'oral, sont le registre des activités de traitement, le registre de violation de données, les analyses d'impact, contrats sous-traitants et tout ce qui est procédure et politique interne. Donc, nous y reviendrons. Jérôme, est-ce que tu nous entends? Oui, oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, parfait. C'est bon? Pardon. Bon, j'ai eu un petit souci. On va essayer de pas toucher. Oui, donc ce qu'on disait, c'est bon, tu as parfaitement présumé, hein, donc on va essayer de dérouler ces éléments-là et en particulier d'évoquer les enjeux aussi et aussi rappeler ce que c'est qu'un contrôle. Une petite phase d'introduction pour commencer sur, en quoi est-ce que les contrôles de la CNIL deviennent un sujet quand même prépondérant, même si, il y a toujours eu, évidemment ces contrôles qui on va revenir, qui ont existé depuis toujours. Mais, aujourd'hui, on sent quand même que ça prend une autre tournure. Exactement on voit bien que depuis plusieurs années, hein, le RGPD commence à être connu maintenant dans les entreprises et les organisations sont, dotées de moyens pour, y parvenir et c'est une bonne chose. Néanmoins c'est la raison pour laquelle nous souhaitons vous parler de ces contrôles de la CNIL aujourd'hui plutôt que, plus tard. C'est que finalement, malgré, les dépenses importantes qui ont été mobilisées, hein, par les organisations, dans toute l'Europe, déjà, mais même au-delà, dans la conformité RGPD, il y a, et ça je ne vous apprends rien, un certain nombre de retards qui existent dans la mise en conformité.
pour des raisons qui sont assez complexes et dans lesquelles je ne vais pas rentrer tout de suite, mais qui est que le fait que malgré ces efforts, le montant des sanctions ne fait qu'augmenter et les autorités s'impatientent face au retard de conformité. Donc je crois que la question n'est pas pour les organisations de savoir si elles vont être contrôlées ou pas, mais quand. Et donc, face à cette pression croissante de la part des autorités, nous, ce que nous voulons, c'est faire en sorte que vous puissiez être préparés, vous et vos organisations, pour être fin prêts en cas de contrôle, qui, pour nous, était inéluctable, mais qui est une question de temps et pas de si ou pas. Donc, quelques chiffres, hein, je vous présente ici pour synthétiser. On voit bien cette explosion des sanctions et cette débauche de moyens, mais qui n'est pas aujourd'hui encore traduit par de l'efficacité dans la mise en conformité, c'est vraiment l'enjeu. Donc nous allons aujourd'hui vous présenter les 5 documents qui vous permettent d'être prêts et nous allons rentrer dans le détail dans chacun de ces documents pour, que vous puissiez comprendre comment être prêt, hein, et pas juste, mettre les moyens, mais aussi comment le faire bien, sous l'angle d'un contrôleur. Alors, un petit topo sur les contrôles de la CNIL, pour expliquer effectivement pour ceux qui savent pas, mais donc la CNIL, c'est une autorité administrative indépendante qui a été créée en 1978, donc qui a une longue expérience. C'est la première autorité administrative indépendante. Longue expérience aussi en termes de contrôle auprès des organismes. C'est un pouvoir de contrôle qu'elle exerce depuis au moins 2004. Donc sur les organismes privés, donc elle a voilà je dirais une procédure assez bien huilée. Aujourd'hui, ces pouvoirs de contrôle sont inscrits dans le RGPD, hein, donc c'est les articles 58, donc et suivants du RGPD qui prévoient que les autorités de contrôle ont ces pouvoirs, donc comme leur nom l'indique, d'aller faire des contrôles au sein des organisations des responsables de traitement et sous-traitants pour pouvoir vérifier donc la bonne application du RGPD. C'est aussi un pouvoir qui est prévu dans la loi Informatique et Liberté, hein, donc la fameuse loi du 6 janvier 78, donc à l'article 19, et donc qui est encadré donc pour nos amis qui sont plutôt juristes, donc qui veulent se renseigner donc sur par un décret, le décret du 29 mai 2019, hein, les articles 16 et suivants qui viennent préciser donc la manière dont un contrôle va se dérouler et en tout cas comment est-ce que c'est prévu par la réglementation. La CNIL, elle réalise à peu près 300 contrôles par an. Elle en a réalisé un peu moins l'année dernière à cause de la crise. Son rythme de croisière est néanmoins autour de 300 contrôles par an. On peut estimer qu'elle va en réaliser un peu plus. Donc, en particulier parce qu'elle va augmenter ses moyens. On l'a vu, elle augmente ses moyens au niveau de l'instruction de ses plaintes, elle augmente ses moyens au niveau de l'ensemble de ses ressources, globalement, mais essentiellement aussi dans sa direction de ce qu'on appelle la direction de la protection des droits et des sanctions. Donc c'est la direction dans lequel il y a le service des contrôles justement. Hem, donc on peut estimer que de plus en plus de contrôles vont se réaliser et sur tout type de sujet. Il faut savoir aussi que les entités contrôlées, donc celles qui ont fait l'objet d'un contrôle, sont rendues, publiques. C'est-à-dire que chaque année dans le rapport annuel de la CNIL, il y avait, l'ensemble des organismes contrôlés. Aujourd'hui, c'est un fichier, donc en CSV que vous pouvez aller télécharger directement, hein, sur le site Datagouv. Donc vous avez l'ensemble des entités contrôlées. Alors je prends tout de suite une question que je vois au passage. Les chambres de commerce peuvent-elles les contrôler? Aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de limite, à la CNIL dans les pouvoirs de contrôle, à l'exception de certains traitements et je vais y revenir. Les chambres de commerce, bien évidemment, à partir du moment où elles mettent en œuvre des traitements, peuvent faire l'objet d'un contrôle. Globalement, dites-vous, gardez à l'esprit que tout organisme, donc qui est soumis donc à la loi Informatique et Liberté, au RGPD, en tout cas sur le territoire français, peut faire l'objet d'un contrôle de la CNIL. Je disais tout à l'heure qu'il y avait des traitements qui ne pouvaient pas le faire, hein, ce sont les traitements, notamment, liés à la sécurité publique, enfin en tout cas plutôt pas vraiment à la sécurité publique, mais plutôt au renseignement, voilà, ce sont des traitements qui figurent dans un décret bien spécifique de 2007, voilà, qui ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle de la part de la CNIL. Un point peut-être à noter, Jérôme, concernant Mmh. les contrôles, réalisés par la CNIL et leurs évolutions. Donc on sait que le budget de la CNIL augmente, même modestement encore. On n'est pas encore tout à fait, peut-être à des montants attendus. On est autour d'une trentaine de millions d'euros, c'est ça?
25, ouais, je crois, un truc comme ça. 25 et finalement, le nombre de contrôles peut peut-être augmenter un peu, mais restera, probablement assez stable. Mais est-ce qu'il n'y a pas une évolution dans le montant des sanctions données? Ah, bien évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit, que les sanctions prononcées par la CNIL ou d'une manière générale même par l'ensemble des autorités de contrôle, au niveau européen, donc ont pris une autre tournure et ont considérablement augmenté. Voilà. Donc il faut voir qu'il y a beaucoup plus de suites possibles à un contrôle, hein, qu'une simple sanction. Il peut aussi y avoir des sanctions, ce qu'on appelle des réprimandes publiques, donc qui peuvent être aussi, ou des rappels à l'ordre, qui peuvent être aussi des sanctions qui ne sont pas financières, mais qui sont une publicité, donc une atteinte, on va dire, à l'image de la société, donc du responsable de traitement, pour euh, justement, en guise de sanction. L'essentiel je dirais, des suites d'un contrôle, si on va sur ce terrain, c'est effectivement, une sollicitation de la part de la CNIL, donc d'une mise en conformité au RGPD. Une sollicitation qui peut être plus ou moins forcée à travers ce qu'on appelle des mises en demeure, donc des mises en demeure administratives, hein, où on demande donc de corriger un certain nombre de points. Mmh. Et il y a peut-être aussi un mot, c'est finalement, la sanction, c'est l'aspect, on va dire coercitif, hein, de la CNIL, mais toutes les sociétés qui se font contrôler n'ont pas forcément des sanctions. Il y a quand même un aspect bienveillant, hein, quand même de la CNIL, hein. Oui, alors ça, c'est son discours qu'elle tient depuis longtemps, c'est-à-dire qu'elle est, évidemment dans une forme d'accompagnement, essentiellement. Néanmoins, les contrôles sont aussi là pour, heu, faire exécuter, et donc vérifier la bonne exécution de la loi et du règlement européen sur la protection des données. Donc effectivement, s'il y a des manquements importants et cetera, il y a quand même donc une politique derrière par la CNIL, donc une prise de position sur la qualification de ces manquements, donc qui peut conduire à des sanctions, hein. Voilà. J'en profite pour prendre une question. La CNIL peut-elle contrôler une entreprise suisse? Ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que le périmètre donc de la Commission nationale informatique et liberté, on est bien sur le périmètre France, hem évidemment, si une entreprise est située en Suisse, elle ne pourra pas faire l'objet d'un contrôle de la CNIL, strict en tout cas, pas l'objet d'un contrôle sur place. Voilà. Si jamais la CNIL est compétente pour les traitements que cette entreprise suisse met en œuvre, eh bien, à ce moment-là, la CNIL pourrait faire l'objet d'un contrôle de ces traitements, pourrait faire un contrôle de ces traitements. Elle inviterait l'entreprise à, soit à se rendre sur place, soit à effectivement, elle pourrait faire ce qu'on appelle un contrôle en ligne, et donc ou un contrôle sur pièce et envoyer un courrier à cette entreprise. Donc ça peut être possible, mais la CNIL ne peut pas se déplacer en Suisse. Les agents, en tout cas, de contrôle ne peuvent pas se déplacer en Suisse, heu, en tout cas pour l'instant. Ceci dit, c'est une exception qui peut arriver, en cas de coopération donc européenne. Il pourrait y avoir, notamment une invitation de la part des autorités suisses à inviter des agents, des agents français dans des contrôles d'entreprises suisses. Voilà. Pour continuer, vous avez, maintenant on va aborder quels sont les formats justement de ces contrôles de la CNIL. Il y a 4 formats très classiques que vous pouvez retrouver, donc le contrôle sur place, le contrôle en ligne, le contrôle sur audition, le contrôle sur pièce. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait l'objet de contrôles, voilà, en tout cas au niveau de leur entreprise ou en fonction de leur fonction. Heu, voilà, aujourd'hui, le contrôle, je dirais roi, c'est le contrôle sur place. On va voir un peu comment ça se déroule, mais dans la pratique, avec la crise Covid, on est beaucoup plus sur des contrôles sur audition ou des contrôles sur pièce, et on va le voir aussi que en fonction du programme annuel de contrôle qui, en plus, est aujourd'hui, porte sur les sites internet, le contrôle en ligne fait aussi l'objet donc d'un grand nombre de cas. Comment ça se passe, un contrôle sur place ou un contrôle sur audition? Alors, j'ai rapidement fait un déroulé ici que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des différentes étapes. Globalement, un contrôle sur place ou sur audition, c'est la même chose. Vous avez des agents de contrôle, donc qui viennent de la CNIL et qui, vont discuter de manière physique, avec d'autres agents,
enfin d'autres personnes qui sont les responsables donc de l'organisme qui fait l'objet du contrôle. Une audition se passe à la CNIL, le contrôle sur place se passe donc chez l'organisme. La première étape donc, soit on est auditionné par la CNIL, donc on est convoqué, il y a une convocation au moins 8 jours avant, soit, on est, invité à répondre directement chez soi. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est il y a une visite qui est des agents, donc généralement c'est une visite surprise, c'est-à-dire que la CNIL ne prévient pas, donc vous avez des agents qui arrivent le matin, pour pouvoir en se présentant, en expliquant qu'ils vont passer la journée avec vous pour faire un contrôle. La deuxième étape, c'est effectivement, on va avoir toujours un peu la même chose. Vous allez avoir des entretiens avec ces agents, ces contrôleurs qui vont vous poser un certain nombre de questions, donc sur le contexte de l'organisation de votre organisme, sur les traitements que vous mettez en place, qui vont peut-être expliquer aussi pourquoi est-ce qu'ils viennent et qui font à ce moment-là, voilà, vous allez pouvoir identifier, quel est le périmètre de leur contrôle. À la suite de ces entretiens, généralement, il est fait des constats. On va véritablement aller donc sur le terrain. Si on est dans un outil informatique, c'est aller regarder en base de données, prendre des captures d'écran, donc des différentes étapes donc d'un traitement de données à caractère personnel. Et la délégation de contrôle, donc si on est sur place, peut être aussi amené à se déplacer, donc au sein de l'organisme, pour aller vérifier par exemple, voilà, la sécurité d'une salle serveur, pour aller vérifier la je sais pas, voilà, la présence de caméras de vidéosurveillance et cetera et cetera. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on sollicite des pièces, donc la CNIL va récupérer des preuves de ce qu'elle a avancé et voilà, une petite pause déjeuner, donc généralement, on arrive en fin de matinée à ce niveau-là et ensuite, ce que fait la CNIL, c'est qu'elle va rédiger un procès-verbal. Alors, soit en début d'après-midi, elle recommence quelques constats, mais généralement, on va partir sur la rédaction du procès-verbal, donc une rédaction qui peut être assez longue, et donc une rédaction donc, de ce procès-verbal qui va reprendre l'ensemble des éléments vus dans la matinée, l'ensemble des entretiens, des constats, et donc qui va véritablement servir à la CNIL pour pouvoir appuyer justement la décision qu'elle va prendre. Ce procès-verbal, il est contradictoire, donc il est soumis à relecture par l'organisme donc qui est contrôlé. Quand c'est sur place, généralement, ça va être signé par ce qu'on appelle le responsable des lieux. Je reviens pas dessus parce que là, on est vraiment dans de la procédure, mais c'est vraiment la personne qui est désignée, donc responsable des locaux dans lesquels la CNIL se situe et également aussi sur audition, ça va être le représentant donc de l'organisme. Donc ce PV, il en est remis une copie aussi à l'organisme contrôlé et la CNIL en garde l'original. Ce PV, il est signé, contresigné par les agents de la CNIL et par l'organisme et donc c'est sur la base de ce PV donc qui fait foi. Ce PV contient aussi un certain nombre de choses, donc évidemment des éléments textuels, mais également donc des différentes pièces, donc les preuves qui sont prises par la CNIL. Voilà. Le contrôle, ça dure à peu près la journée, hein. Généralement, ça se finit vers 18h, 18h30, 19h. Alors parfois ça pousse un peu plus loin, mais l'objectif, c'est évidemment de pas forcément aller, trop loin. Petite question peut-être, à la Ouais. volée, je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat, de Muriel Assouline. Peut-on demander à la CNIL de ne commencer son contrôle qu'en la présence de son avocat? Alors, il n'y a pas d'obligation pour la CNIL d'attendre la présence de l'avocat. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est prévu. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, selon un temps raisonnable, la CNIL peut attendre donc que l'avocat se présente. Si l'avocat arrive dans 2 heures, la CNIL ne se permettra pas d'attendre et donc commencera directement le contrôle. On n'est pas dans un système de garde à vue, hein, loin de là. Autre question de Nathalie Billonret, doit-on signer le constat le jour même? Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que le procès-verbal de contrôle, il est effectué le jour même, donc il doit être signé le jour même. Et il sera signé, en tout cas par les agents de la CNIL, le jour même. Voilà. Alors si vous refusez de signer, c'est quelque chose qui est prévu d'ailleurs dans les procédures, bah, ce sera, consigné au procès-verbal. Voilà. Ce procès-verbal, il est aussi ensuite transmis par la CNIL, donc à la fois à la personne qui l'a signé, le responsable des lieux, quand on est sur un contrôle sur place, mais aussi au responsable du traitement. Si jamais, par exemple, on est, hem, dans une filiale ou en tout cas dans un établissement qui n'est pas l'établissement principal d'une société, et ben, le, représentant, le directeur général ou en tout cas le président de la société recevra lui une copie du procès-verbal
puis quand bien même il n'a pas à lui-même assisté au contrôle, hein. Donc ça, c'est pour le contrôle sur place ou le contrôle sur audition. Vous avez ensuite 2 autres formes, un peu moins conventionnelles qui sont les contrôles en ligne. Donc là, pas, je dirais très peu de contradictoires, dans la mesure où la CNIL va aller directement depuis ses bureaux faire des constatations sur internet. À la fois un site internet ou une application mobile, hein, elle peut prendre des téléphones portables et donc elle va faire des constats à travers toute une procédure, hein, aussi qui est bien bornée, faire des constats et ensuite envoyer le procès-verbal de constat qui est signé par les agents qui ont fait les constats et donc ce procès-verbal plus les pièces sont envoyés donc au responsable du traitement identifié lors de ce contrôle. Ce procès-verbal peut souvent être accompagné de demandes complémentaires. Donc les agents de la CNIL vont solliciter le responsable du traitement pour pouvoir avoir des informations complémentaires sur la mise en œuvre du traitement. Et on va voir notamment, la plupart du temps, les agents de la CNIL vont solliciter, y compris par ces moyens-là, un certain nombre de pièces essentielles, indispensables, donc à ce niveau-là. De la même manière, pour le contrôle sur pièces, ici, il n'y a pas de constats qui sont effectués par les agents de la CNIL. Cependant, il y a seulement un questionnaire qui est adressé. Donc un questionnaire avec un certain nombre de questions et auquel vous êtes invité à répondre. Ces réponses, donc sur la base de ces réponses, une décision pourrait être prise par la CNIL. Et là, dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas de procès-verbal. Il y a juste une procédure qui est ouverte, mais il n'y a pas de procès-verbal qui est effectué, hein, puisque il n'y a pas de constat. Le procès-verbal, ce sont vraiment quand il y a des constatations et quand on veut figer sur le papier un certain nombre de choses. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Ce que je vous propose, c'est peut-être Ouais. de continuer la présentation pour, par souci de respect du temps. Néanmoins, nous notons toutes ces questions et reviendrons vers vous avec les réponses. Ouais, ouais, on va essayer d'aborder ça, rapidement à la fin. Heu, voilà. Je passe ici. Comment est-ce qu'on en arrive à être contrôlé? Là, ici, et je vous invite à aller voir le site de la CNIL et en particulier la CNIL a publié une charte des contrôles. Elle explique, hein, tous ces éléments-là, je n'invente rien, où, elle explique comment est-ce qu'elle choisit ses contrôles. Plusieurs sources, soit le programme annuel des contrôles, je l'ai évoqué tout à l'heure. Chaque année, la CNIL décide d'un certain nombre de thématiques, hein. Cette année, par exemple, c'est les sécurités des sites web, ça va être, les données de santé, il me semble, et cetera. Ça va être aussi les cookies sur les sites web, d'où beaucoup de contrôles en ligne. Ensuite, vous avez les réclamations et les signalements. Les plaintes qui sont adressées à la CNIL, voilà, les signalements. Alors les signalements, c'est les délations, on peut dire un peu comme ça, donc qui sont adressés à la CNIL et donc la CNIL va, pouvoir instruire ces plaintes, en particulier, pas les signalements, mais en tout cas ces plaintes pour pouvoir, donner une réponse aux plaignants. Les initiatives, la CNIL a un pouvoir d'initiative de ces contrôles. L'actualité, voilà, lui donne beaucoup d'informations, pour pouvoir, choisir ses contrôles, hein. On a vu récemment donc un certain nombre de choses, dans la presse, par exemple des applications, qui vont inviter à choisir le bon candidat à la présidence de la République et ben, ça peut être, tombé sous l'oreille de la CNIL. Les dispositifs de vidéoprotection, ça c'est, je dirais, une fonction très classique que la CNIL a depuis des années, depuis 2011. Elle est en charge de contrôler la vidéoprotection dans les communes et donc les procédures de contrôle clôturées, les mises en demeure, les sanctions. Globalement, dans cette approche, la CNIL va vérifier souvent, une fois qu'elle a prononcé une sanction ou une mise en demeure, donc vérifier que les recommandations, ou en tout cas ce qu'elle a demandé à être corrigé, a bien été corrigé. Donc elle peut revenir faire un contrôle sur place pour vérifier que ça a bien été fait. Alors, est-ce que vous voulez contrôle plusieurs jours? Oui, je vois. Donc un contrôle peut durer plusieurs jours, bien sûr. À ce moment-là, il y a un procès-verbal par jour. Voilà, si quelles sont les conséquences s'il refuse de signer le PV? Les conséquences, seront que vous aurez probablement une qualification d'absence de bonne coopération avec la CNIL. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on peut recommander. Voilà, il y a des gens qui partagent leur expérience, donc c'est très bien. Une audition de la CNIL suite à un contrôle en ligne à 2 semaines d'intervalle, doit-on s'inquiéter? Non, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que une audition ne nécessite pas l'intervention des personnes, mais par contre une audition
pardon, un contrôle en ligne ne nécessite pas l'intervention donc du représentant de l'organisme contrôlé. Néanmoins, quand on a des questions complémentaires à faire, c'est toujours plus simple d'avoir des échanges, heu, physiquement avec les personnes, d'où l'intérêt d'une audition, hein, Mmh. plutôt que souvent des questionnaires. Donc finalement, si tu reviens, voilà, sur les 5 documents indispensables, merci Jérôme. Moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, et peut-être le point le plus important, c'est, qu'il y a une possibilité pour que la CNIL ne prévienne pas. Ou alors si elle prévient, c'est, sous 8 jours. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un délai qui est extrêmement faible, de réaction. Donc l'enjeu pour les organisations, c'est pas, d'attendre, que la CNIL vienne les voir pour se préparer, mais au contraire, d'être prêt en amont, et c'est tout l'enjeu du RGPD, hein, qui est de donc de mettre en place un certain nombre de processus, de documents, et notamment les 5 documents indispensables. Alors il y en a d'autres, mais c'est ceux que nous retenons en priorité pour bien se préparer. Mais ça veut dire que les organisations doivent avoir, de manière préalable, réalisé ces 5 documents, mais en plus, et Jérôme, tu vas nous en dire plus, mais en plus, il faut que ces documents soient à jour. Ah bah oui. Oui, donc justement, heu, tous les formats de contrôle qu'on a vus, que ce soit contrôle sur audition, sur pièce ou en ligne ou donc sur place, les agents vont solliciter donc de l'organisme contrôlé des documents essentiels. Le premier de tous les documents qui est demandé systématiquement par les agents de la CNIL, et c'est tout à fait logique puisque c'est une obligation du RGPD à l'article 30, c'est le registre des activités de traitement. Combien d'organisations n'ont pas aujourd'hui de registre? Bon, je pense qu'il y en a aujourd'hui beaucoup qui ont déjà mis en place un registre, mais combien d'organisations ont un registre à jour? Ça, c'est une autre, paire de manches. Et donc aujourd'hui, sachez qu'il y a 2 registres à tenir. Vous avez un premier registre, donc un fichier des fichiers si vous voulez, donc que vous tenez en tant que responsable de traitement. C'est-à-dire que tous les traitements que vous mettez en place en tant que responsable, donc sous votre responsabilité. Et puis vous avez le registre que vous tenez en tant que sous-traitant. Hein, c'est-à-dire que vous agissez pour le compte d'autres responsables de traitement, généralement des clients, et ben vous devez aussi tenir un registre donc de ces différentes activités de traitement que vous mettez en place. Les registres doivent tenir un certain nombre de choses de manière obligatoire. Ça, c'est vraiment prévu par le RGPD. Bah, évidemment, les coordonnées, les noms des responsables de traitement, des PO, etc. Mais également, pour chacun des traitements, les finalités, les catégories de personnes concernées, les données donc personnels qui sont concernés, les destinataires, donc à la fois donc les destinataires, les partenaires commerciaux, à la fois les destinataires en interne, donc responsables de traitement, mais aussi les sous-traitants, et également s'il y a des transferts, les transferts en dehors de l'espace économique européen et les différentes garanties qui sont mises en place. Également, pour chacun des traitements, les durées de conservation, hein, donc qui sont identifiées sur ces traitements et les mesures de sécurité donc qui sont mises en place autour de ces traitements de données. En tant que sous-traitant, on doit documenter un certain nombre de choses, un peu moins. Donc ici, par contre, on doit savoir pour quel est le responsable du traitement pour le compte duquel on agit, évidemment, et identifier le cas échéant son DPO, mais également identifier donc s'il y a des transferts de données en dehors de l'Union européenne qui sont réalisés et les différentes mesures de sécurité qui sont faites. Le registre des activités de traitement, c'est, je dirais, le document vraiment essentiel que vous devez avoir donc de manière obligatoire. Pensez donc à un registre du personnel, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, le registre des activités de traitement, ça doit rentrer dans les mœurs. Et il y a très peu d'exceptions pour ne pas avoir à en tenir un, si ce n'est quasiment aucune. Et alors, l'enjeu sur peut-être, un mot Jérôme, sur ce registre des traitements, c'est, tu peux revenir un slide avant, s'il te plaît. Quand on voit les documents, les éléments qui sont demandés, en particulier sur le registre responsable de traitement, il y a notamment tout en bas, la durée de conservation des données et les mesures de sécurité mises en œuvre. Et quand on sait que finalement, la difficulté ou les évolutions des usages dans le monde de l'informatique au sein des entreprises, et la rapidité de ces évolutions, l'enjeu de la mise à jour de ce registre est peut-être être très complexe à mettre en œuvre. En pratique, comment faire pour, s'assurer qu'à n'importe quel instant, eh bien, ce registre est à jour?
Oui, bah, effectivement, c'est là que l'intérêt d'avoir un outil, on pourrait y revenir tout à l'heure, est évidemment primordial, puisqu'il y a un aspect collaboratif à avoir. Évidemment, pour pouvoir tenir à jour ce registre, il faut que les métiers, les personnes qui sont concernées par ces traitements, qui font ces traitements, donc puissent avoir aussi un suivi. Voilà. En tout cas, qu'il y ait une collaboration entre les personnes qui tiennent ce registre, voilà, et les personnes qui sont sur le terrain, que quand il y a des modifications, par exemple, ou que quand les données de durée de conservation ne sont pas implémentées, que ce soit des choses qui soient remontées et donc que ce soit suivi. Et c'est ça qui est important. Et donc que ce qui est inscrit dans le registre en termes de durée de conservation, ça corresponde à ce qui est inscrit et ce qui est réalisé dans la réalité. Puisque c'est l'intérêt du contrôle, c'est de vérifier effectivement que ce qui est déclaré, alors autrefois on déclarait à la CNIL, aujourd'hui on déclare dans son registre, eh ben, correspond à, euh, à la réalité. Voilà, en tant que ST, on ne doit pas définir les durées de conservation pour les... Alors effectivement, non, c'est pas une obligation dans le registre en tant que ST. Néanmoins, si vous pouvez le faire, et on vous recommande de le faire en tant que ST, vous devriez pouvoir le documenter pour mieux pouvoir le piloter. Hein, donc ça, c'est effectivement recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Deuxième élément indispensable, on considère indispensable. Pourquoi? Parce que c'est une obligation du RGPD, c'est l'article 33, c'est le registre des violations de données. La cybersécurité, la sécurité informatique est évidemment primordiale et donc vous avez, donc l'obligation de documenter chacune des différentes violations de données, les incidents de sécurité donc tenus, qui sont réalisés sur dans votre organisation. Il y a un certain nombre de choses que vous devez avoir dans ce registre, hein, donc définir cette violation, cet incident de sécurité, ce qu'il a entraîné, le nombre de personnes concernées, et cetera, les conséquences, qu'est-ce que vous avez mis en place comme mesure pour y remédier et voilà et cetera et puis si jamais voilà le risque, que représentait cette violation était moindre, vous n'avez peut-être pas besoin donc hem, de notifier auprès de la CNIL ou auprès des personnes concernées, mais dans ce cas-là, il faudrait aussi pouvoir le justifier. Voilà. Donc ça, c'est un élément aussi important, en tout cas qui est demandé systématiquement. Vous allez avoir le registre des traitements, le registre des violations. C'est un classique. Si vous l'avez pas, eh ben, effectivement, il faudra pouvoir justifier de pourquoi est-ce que vous l'avez pas. Mmh. Troisième élément indispensable, j'avance un peu parce que je vois le temps qui passe, les analyses d'impact sur la protection des données. Encore une fois, ça aussi, c'est un élément indispensable, obligatoire de la part du RGPD, hein, c'est prévu par les articles 35 et suivants. Donc vous avez une obligation, donc sur un certain nombre de traitements, d'identifier donc les risques qui vont peser pour les personnes concernées, mais aussi d'évaluer la nécessité, la proportionnalité donc des données, par rapport à l'objectif qui est fixé. Ces éléments-là sont dans ce qu'on appelle les analyses d'impact sur la protection des données, autrement dit des PIA en anglais, hein, les Privacy Impact Assessment. Et donc vous, devez donc les tenir à disposition de la CNIL. Elle les demandera systématiquement. En tout cas, si vous en avez fait, évidemment, il faut les tenir systématiquement. Allô? Oui, Jérôme, je crois que on ne t'entend plus. Je veux bien que tu te reconnaisses et te reconnaître comme tout à l'heure. En attendant, peut-être un mot sur ces éléments, de registre, de traitement et de registre de violation ainsi que les PIA. Voilà. Les registres de violation, évidemment, il y a vous savez tous qu'il y a des délais très stricts, hein, qui sont nécessaires, pour notamment notifier la CNIL, hein. Je pense à ce donc par exemple la règle des 72 heures. Et j'imagine que la CNIL, le jour où elle vient analyser, les éléments et c'est vrai aussi pour les PIA avec l'obligation d'avoir réalisé tous les PIA, donc 3 ans après le début du RGPD sur tous les traitements antérieurs à au 25 mai 2018. Est-ce que finalement, selon toi, Jérôme, est-ce que l'on t'entend? Oui, vous m'entendez là? C'est Oui, bon? parfait. Est-ce que selon toi, sur le PIA spécifiquement, est-ce que la CNIL peut demander une mise à jour, veut dire, récente d'un PIA? Ou est-ce qu'elle par exemple tous les 6 mois ou tous les ans, est-ce qu'elle demande également d'analyser la récurrence de ces analyses d'impact? Alors bien sûr, c'est-à-dire que le PIA, c'est un élément vivant. Le PIA, hein, ce qui est recommandé, c'est aussi de le maintenir à jour en fonction des risques qui pèsent sur le traitement. C'est-à-dire dès que le traitement
va être modifié. Bon, je sais pas, structurellement, on ajoute une finalité, voilà, on ajoute des données, on ajoute des données sensibles, donc on va faire modifier le risque derrière, il faut mettre à jour le PIA. L'objectif du PIA, c'est que, toujours pareil, hein, on prend un traitement et on fait correspondre ces éléments d'analyse au traitement réel, concret, du moment. C'est pas le PIA du traitement d'il y a 3 ans. Si le traitement aujourd'hui, il est pas pareil aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut que le PIA, il soit, donc le corollaire de l'existant. C'est-à-dire que les mesures qui sont identifiées, elles prennent en compte l'existant à l'instant T. Donc effectivement, c'est important donc de faire ces PIA, sur des traitements concrets. Alors, question, si j'ai 23 traitements, il faut donc réaliser un PIA 23 fois, non, bon, là, on pourra revenir, on a fait un webinaire là-dessus, mais Oui, je vous vais mettre le avez lien en effectivement commentaire. voilà, je vous invite à aller voir ça. Évidemment, tous les traitements n'ont pas l'obligation de faire un PIA, seulement les traitements donc on considère que le risque est élevé, hein, et je vous laisse revenir sur le webinaire, qu'on a fait là-dessus pour y revenir. On a même fait un guide papier, un guide accessible sur notre site internet. Donc ces éléments-là, les PIA, c'est évidemment essentiel. Un autre élément essentiel, et j'avance un peu, ce sont les contrats. Les contrats que vous allez avoir avec les sous-traitants. Pourquoi est-ce que c'est indispensable? Évidemment parce que, toujours pareil, c'est une obligation de l'article 28 du RGPD, hein, et la CNIL, de toute façon, dans son objectif, donc dans sa mission, elle est chargée de contrôler le respect du RGPD, donc elle va pas forcément aller plus loin que ce que va exiger le RGPD. Hein. Donc c'est pour ça que tout ce qui est obligatoire avec le RGPD va être aussi indispensable, hein, donc à ses yeux. Donc les contrats, à chaque fois que la CNIL, dans son périmètre de contrôle, va identifier que vous travaillez avec des sous-traitants, par exemple, systématiquement, et ça c'est vraiment systématique, le contrat va être demandé, donc pour vérifier comment est-ce qu'est encadrée la relation avec ce sous-traitant. Et on voit aujourd'hui que alors ça a toujours existé, hein. Auparavant, c'était le RGPD, enfin, auparavant, c'était la loi informatique et liberté qui exigeait un certain nombre de choses aussi. Mais aujourd'hui, le RGPD est très, je dirais, prescriptif sur donc le détail des clauses contractuelles. Et donc, il y a même des clauses contractuelles types, hein, donc qui existent, donc, qui sont accessibles sur Dastra. Et donc que ces éléments-là, la CNIL va vérifier que donc ces contrats comportent bien ces clauses obligatoires à l'article 28. En particulier, un certain nombre de choses, l'objet, la nature de la prestation, la nature et des finalités du traitement. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui doivent être prévues dans ce contrat, donc les obligations notamment et les droits du responsable de traitement, comment sont gérées les violations, comment sont gérées donc la sollicitation par le sous-traitant à de nouveaux sous-traitants, hein, c'est-à-dire que est-ce qu'on est sur une autorisation générale ou spécifique, et cetera. Donc il y a un certain nombre de choses qui doivent être donc passées en revue dans chacun des contrats, et donc la CNIL, au moment où elle va faire son contrôle, demandera donc les contrats concernés par le traitement qu'elle contrôle, hein, évidemment. Elle va Et pas vous alors, demander tous les et en contrats parce qu'elle aura de toute non. façon pas les capacités de Oui, l'analyser. elle fait un contrôle, par échantillon. Le point, je pense, vraiment saillant ici, c'est que dans ces contrats qui doivent inclure donc le type de données à caractère personnel traité, et donc il faut que l'entreprise soit en mesure, au moment de la constitution de ces contrats, d'identifier les données personnelles, accédées par ses sous-traitants. Et aujourd'hui, on sait que cette démarche, est très souvent manuelle. Mais ce qui est le plus important ici, c'est que finalement, l'enjeu de cette évolution, de ces mises à jour, de ces contrats, hein, et Dieu sait qu'un sous-traitant peut, tout à fait faire évoluer sa politique interne de conservation de données, et cetera, hein. Les applications informatiques peuvent évoluer dans le temps. Ça veut dire que le contrat, lui, doit également suivre, ces évolutions, et que, c'est là où la partie manuelle, hein, de l'inventaire manuel, je décroche mon téléphone, j'appelle les informaticiens, ça peut être extrêmement chronophage pour toute l'entreprise. Ouais, Et effectivement, hein, c'est important que le contrat aussi, de la même manière que les PIA, que le registre, tout ça soit tenu à jour et donc que ça corresponde, hein. donc L'objectif ouais, quand on sait le temps nécessaire à la mise à jour d'un contrat, voilà, clairement, le jour où la CNIL, sonne à la porte, on va c'est pas le bon moment pour commencer à mettre à jour mmh, les contrats. mmh. Donc l'objectif, hein, derrière tout ça, tout ce que sous-tendent ces différents documents, hein, c'est de faire face au principe de responsabilité, donc qui est posé
posée par le RGPD, et qui est sous une forme d'obligation. Ce principe de responsabilité, en anglais, c'est accountability, et donc les organismes sont aussi invités à apporter des preuves, donc qu'ils mettent en œuvre ce principe de responsabilité. Le principe de responsabilité, hein, c'est prévu par l'article 24 notamment du RGPD, et donc l'autorité de contrôle va attendre de la part de l'organisme qu'elle contrôle, que cet organisme, est bien actif sur le sujet de la protection des données, qu'il a bien pris en compte l'ensemble des obligations du RGPD et qu'il les a bien mis en œuvre au sein des traitements qu'il met en œuvre. Ça veut dire que derrière, effectivement, il y a les 4 points, 4 éléments qu'on a vus, les différents registres, les analyses d'impact, les contrats, tout ça fait partie de cette documentation, donc évidemment qui est indispensable. Et donc, derrière, il faut aussi que ça se traduise. Généralement, ça se traduise dans des process. Et donc, ce qui va être aussi attendu, c'est que, par exemple, une organisation doit gérer les droits des personnes. Est-ce que vous avez en place quelque chose donc qui vous permet de savoir comment est-ce que les droits des personnes sont gérés chez vous? Est-ce que vous savez comment réagir à une violation de données? Vous avez une attaque informatique demain, est-ce que vous avez prévu donc, la procédure à suivre? Est-ce que vous avez une politique de protection des données personnelles, une politique interne? Est-ce que vous savez, par exemple, que quand il y a un nouveau projet, est-ce que la protection des données est implémentée par défaut? C'est-à-dire qu'est-ce qu'au moins les personnes sont au courant? Est-ce qu'il y a des programmes de formation? Est-ce qu'il y a une politique de sécurité? Etc., etc. Alors, justement, nous, dans Dastra, je vois une question sur des exemples de process. On met à disposition un certain nombre de choses. On met à disposition des modèles de procédures, on met à disposition des modèles de politique, etc. Pour nos utilisateurs, on met également à disposition un outil dédié à la gestion des droits des personnes. C'est-à-dire que l'objectif, c'est aussi de prouver à la CNIL que c'est quelque chose que vous gérez, et donc à partir du moment déjà où vous avez un outil, déjà vous avez déjà mis en place des éléments pour pouvoir gérer ces exercices de droit, et donc vous allez pouvoir accoler votre procédure sur cet outil, hein. Donc Voilà. finalement, Jérôme, pour conclure, je vois qu'on arrive à la fin de ce webinaire déjà. Le sujet est vaste, mais par rapport à ces 5 documents, registre des activités de traitement, de violation de données, le PIA, les contrats sous-traitants et les procédures et politiques internes, finalement, comment faire pour se mettre en contrôle? Pour se mettre pour être prêt en cas de contrôle, pardon. Nous, finalement, ce qu'on a retenu de notre expérience, c'est qu'il est impossible, d'être prêt, en cas de contrôle sans outils. Pourquoi? Puisqu'en fait, on l'a vu et Jérôme a insisté sur chacun des documents, le point central, des contrôles de la CNIL, c'est le faible temps de réactivité qui est laissé aux organisations contrôlées. Donc il y a ce besoin d'accountability, hein, qui doit être préalable au contrôle. Et donc, quand on parle, de registre, quand on parle de mise en conformité RGPD, on ne parle pas d'un projet dans son ensemble qui a un début et une fin, mais on parle de processus continu, qui prend en compte le besoin de mise à jour. Et je crois que cet élément mise à jour, c'est aujourd'hui ce qui explique le retard de beaucoup d'entreprises en termes de conformité, puisque on a des entreprises qui ont investi en mode projet sur la mise en conformité, mais qui ensuite n'ont pas mis en place les liaisons, les connexions ou l'intégration de ces processus de protection de données avec le fonctionnement normal de l'entreprise. Et je pense à des systèmes de gouvernance, à des processus qui permettent à l'entreprise d'être réactive et de gérer à la fois des événements redoutés comme des violations de données, mais aussi des contrôles de la CNIL. Et donc, on voit, je crois, une convergence du travail de DPO, si je peux permettre, avec le travail des autres fonctions de contrôle de l'entreprise, responsable de sécurité des systèmes d'information, responsable des risques, etc., qui, eux, ont déjà, en fait, potentiellement mis en place des gouvernances qui permettent d'être réactifs en cas d'incident. Donc, finalement, le contrôle de la CNIL est un événement redouté en tant que tel, et pour lequel il convient d'être prêt d'un point de vue procédural. Et donc, nous proposons chez Dastra, et je pense que peut-être tu peux avancer sur le slide suivant, un outil qui vous permet d'avoir dans un seul endroit tous les cas d'usage du RGPD de manière automatisée. Et surtout de vous concentrer
je crois, en tant que DPO sur votre difficulté numéro 1, qui est d'impliquer les opérationnels et l'ensemble de l'entreprise, également les responsables de traitement, avec vous, dans la mise à jour de ces documents. Plus que la création de ces documents, mais vraiment dans leur mise à jour, pour que finalement la conformité RGPD suive, entre guillemets, les évolutions en termes de données personnelles de votre entreprise. Ça veut dire que le DPO ne peut pas faire tout seul. Il ne peut pas faire tout seul. Il va avoir besoin de collaborer, hein, c'est de créer finalement un pacte gagnant-gagnant entre l'entreprise et le DPO pour que le DPO à la fois sollicite en mode projet lorsque nécessaire les opérationnels pour faire des simulations de contrôle en interne, des audits, des suivis, et qu'en même temps il y ait une réponse qui soit faite par les opérationnels directement, par exemple en cas de violation de données, lorsqu'elle arrive le vendredi soir et que le DPO est en week-end. Donc cet enjeu de collaboration entre le DPO et l'entreprise, elle est cruciale à nos yeux, dans la mesure où c'est un peu la seule possibilité pour permettre d'être prêt, d'être véritablement prêt en cas de contrôle. Mmh. Voilà. Est-ce que, je vous ai mis des petites recommandations hein, avec des liens notamment vers le programme annuel de la CNIL et cetera, la charte des contrôles que vous pouvez retrouver ici. Je vois qu'on a des questions, auxquelles on n'a pas répondu. On peut peut-être répondre, reprendre en 3 minutes, quelques questions, qui sont intéressantes, Oui, alors il y voilà. a une question, Jérôme. L'article 30 prévoit un contenu du registre assez réduit en deçà des besoins pour en faire un outil de pilotage Ouais. de la comptability. Quelle pratique recommandez-vous à un organisme en cas de contrôle CNIL? Et faut-il en particulier lui transmettre les seules informations nécessaires ou son registre complet? Oui, alors c'est une bonne question. Effectivement, on voit qu'aujourd'hui, le RGPD, il prévoit le minimum, pour pousser, mais il faut prévoir, aussi l'ensemble des cas d'usage. Donc, le RGPD va pas être trop restrictif là-dessus. Nous, ce qu'on peut vous recommander, c'est évidemment d'aller un peu plus loin que le registre article 30, bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est tout l'objet de s'outiller pour véritablement avoir un outil de pilotage c'est de la conformité. D'ailleurs, c'est aussi ce que recommande la CNIL. Heu, sur la transmission, quand elle va vous demander le registre, aujourd'hui, si elle vous demande stricto sensu son registre, votre registre au sens du RGPD, donnez-lui le registre au sens du RGPD. Ne lui donnez pas plus que ce qu'elle attend, ça sert à rien. Si jamais vous évoquez avec elle en contrôle, donc votre processus de mise en conformité, les différents documents, votre registre que je dirais un peu enrichi ou augmenté avec elle et qu'elle vous le sollicite, à ce moment-là, vous pouvez lui transmettre. Si vous êtes face à un contrôle sur audition, un contrôle sur pièce ou un contrôle en ligne où elle va vous demander de manière, très, systématique, voilà, communiquez-vous le registre des activités de traitement. Bon, contentez-vous du registre des activités de traitement. En tout cas, ça répondra tout à fait à sa question. Là-dessus, il y a pas forcément de besoin d'aller plus loin. Encore une fois, c'est aussi si vous souhaitez lui transmettre plus, bon, elle, tant que le contenu du registre sera inclus dedans, il y a aucune difficulté. Si vous voulez faire un peu de zèle justement pour lui prouver que, vous êtes, vraiment très actif sur le sujet et que vous avez un certain nombre de choses. Alors néanmoins, faites attention là-dessus parce qu'il ne faut pas non plus que ça vous porte préjudice. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça appelle aussi l'œil du régulateur sur d'autres sujets. «Ah bah tiens, vous avez identifié ça, mais non, on n'avait pas pensé à ça, mais ça nous intéresse». Voilà, bon. Alors si je reprends d'autres questions, une AIPD, voilà, on a évoqué. Donc les AIPD, je vous invite à aller voir donc notre webinaire ou le guide. Effectivement, c'est pour les traitements à risque élevé. Le webinaire, il sera en replay. Quel process pour mobiliser réellement les opérationnels? Alors, beh, il y a plusieurs choses possibles. Effectivement, là-dessus, d'une part, évidemment, de sensibiliser, former ses salariés et ensuite, il faut une véritable implication aussi de la direction. Il faut impliquer, les plus hautes sphères donc de la société, pour pouvoir, impulser, je dirais, au niveau, de l'ensemble des salariés, ce sujet de la protection des données personnelles. Je pense aussi qu'il faut démystifier le sujet de la protection des données personnelles en tant que tel. C'est-à-dire qu'il faut ne pas, trop le cloisonner, le mettre, dans une brique. Il faut véritablement l'intégrer dans tous vos processus. C'est peut-être ça la difficulté la plus ce qui est le plus long, c'est d'intégrer véritablement ces questions de privacy dans l'ensemble des processus. Puisqu'on voit que de toute façon, c'est pas une brique à part, c'est vraiment quelque chose qui est toujours intégré. Voilà.
L'hébergement des données, oui, on est en France. Quel est le coût de la mise en place d'une plateforme chez le voilà, c'est variable selon, votre taille de structure et donc je vous invite à vous rapprocher de nous ultérieurement. Les demandes de suppression de données à personnelles, peut-on les reporter, dans le registre? Bien sûr, ça se sont aussi dans le registre, dans le suivi des exercices des droits. Vous avez aussi la possibilité donc d'avoir votre registre, donc des exercices de droit, donc les différents éléments de preuve qui vont vous servir à prouver que vous avez répondu à telle demande d'exercice des droits, et cetera. Voilà, je vous propose peut-être d'arrêter puisque nous avons, dépassé, l'heure. Cela dit, vous avez beaucoup de questions et c'est légitime, c'est un sujet important. Ce que je vous propose, c'est de continuer donc nos échanges, en entre guillemets, en one to one. N'hésitez pas à nous envoyer un message via notre formulaire de contact. On vous ajouter dans le chat. Le webinaire sera, oui, en ligne et en rediffusion. Nous allons essayer de vous répondre donc à toutes vos questions suite à ce webinaire. Le point important, je crois, c'est nous avons construit une plateforme d'Astra que vous pouvez essayer gratuitement directement depuis www.dastra.eu pendant un mois pour justement répondre à ces enjeux de création, mais surtout de mise à jour de cette documentation qui vous permet d'être prêt en cas de contrôle, hein. Donc, nous, ce que nous vous invitons à faire aujourd'hui, c'est d'aller donc tester la solution, de nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour réaliser des démonstrations et attirer votre attention sur le fait que, au-delà finalement, de l'existence d'un outil, c'est surtout l'enjeu de collaboration qui va primer pour, être prêt en cas de contrôle et donc, vous allez avoir besoin d'un outil qui permet un certain nombre de fonctionnalités importantes pour essayer d'impliquer et de tenir à jour le plus possible votre conformité. Nous, c'est vraiment notre objectif que nous avons fait, dans l'application d'Astra et donc nous vous invitons à aller le tester. D'ici là, nous sommes à votre disposition pour échanger. Jérôme, tu veux peut-être, dire un mot pour conclure? Non, effectivement, je pense qu'il y a pas grand-chose à ajouter, hein, préparez-vous, évidemment à recevoir un jour ou l'autre, voilà, des questions, sur votre conformité. Alors on parle d'aujourd'hui du contrôle de la CNIL, évidemment, je pense qu'un jour ça va peut-être vous arriver, en tout cas faut s'y attendre, mais aussi sous d'autres formes. N'oubliez pas que vous travaillez avec d'autres partenaires qui, eux, peuvent vous solliciter aussi sur ces éléments, donc de documentation. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là et puis on vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci, à Merci à bientôt, au revoir. tous.